Salut! Alors, je me présente. Je m'appelle Cassiopée, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en sciences pour la santé à La Rochelle. Je suis rochelaise, d'origine réunionnaise. Euh, et je viens parler aujourd'hui, je me pose aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Et en fait, j'ai envie de témoigner sur mon expérience avec l'anorexie. Voilà, j'ai été anorexique pendant environ 1 an et demi, ce qui est une période très courte. Mais je vais vous raconter pourquoi. Et j'ai atteint, pour 1m63, 34 kilos. Ce qui, pour vous donner une idée, est à peu près 20 kilos de moins que le minimum syndical pour les personnes qui font 1m63. Je refais en fait cette vidéo parce que je l'avais déjà faite. Au réveil en fait, un jour, j'avais un pull, j'étais pas maquillée, j'avais pas forcément bonne mine, j'étais fatiguée, j'ai pleuré au cours de la vidéo, etc. Donc je donnais pas forcément une bonne image. Et donc j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que je fais. Est-ce que je la poste? Est-ce que je la poste pas? Est-ce que je la refais avec un script parce que je m'étais un peu éparpillée, etc. Et puis j'ai eu des avis complètement divergents. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui me disaient poste ça comme ça, l'authenticité ça manque sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et il y avait d'autres personnes qui me disaient refais quelque chose de structuré, ou enfin voilà, prends soin de ton image, etc. etc. Et du coup, moi, j'ai énormément réfléchi. Aussi, j'ai zéro matériel pour filmer, pour monter, etc. Et donc, je me suis dit comment je vais faire s'il faut que je fasse quelque chose de structuré. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose entre les deux. Et donc, bon, j'ai un peu meilleure mine, j'espère. J'ai un peu plus mûri le sujet dans ma tête, mais j'ai pas de script. Et je vais y aller comme je le sens, en fait. Voilà. Donc sans plus tarder, commençons. D'abord, j'aimerais expliquer ma vision des choses. C'est que l'anorexie pour moi, déjà la cause, à partir du moment où on est anorexique, pardon, et qu'on essaye de sortir de l'anorexie, qu'on voit un psy, etc., je trouve qu'on se focalise beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur la cause. Euh, je pense que connaître la cause c'est bien, mais si on la connaît pas, c'est pas grave. Et l'idée, c'est d'apprendre à être heureux. C'est bien de connaître les névroses qu'on a accumulées avec son histoire, etc. Mais à un moment donné, il faut avancer. Et regarder en arrière, c'est pas forcément la bonne solution. C'est mon opinion. Moi, personnellement, je suis sortie de tous mes troubles du comportement alimentaire sans regarder. J'en ai eu plusieurs, j'en parlerai plus tard. Mais sans. Enfin, j'ai regardé en arrière en fait, et j'avançais en regardant en arrière, et en fait, je m'en suis sortie uniquement quand je me suis dit, tu sais quoi, le passé c'est le passé, on s'en fout. Voilà, tout simplement. Et donc j'aimerais dire ça, c'est que la cause des troubles du comportement alimentaire, je m'en fous. Voilà. T'as un trouble du comportement alimentaire, ok. Mais la cause en fait, c'est pas ça qui va t'aider à t'en sortir. C'est mon opinion à moi, je suis pas une spécialiste, je suis juste quelqu'un qui est passé par là, qui s'est beaucoup renseigné, et voilà. Moi par exemple, la cause, on pourrait en citer plein. Voilà, j'ai pas eu une enfance toute rose. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie qui font que on pourrait dire que ça c'est la cause de l'anorexie. Je pense que c'est un cumulatif de tout, et je pense aussi que c'est là-dedans. En fait, je pense que comme on dit, il y a une expression qui dit euh, l'important n'est pas ce qui t'arrive, mais non, c'est quoi? L'important, c'est pas ce que la vie te donne, mais ce que tu en fais. Voilà. Et donc, la vie m'a donné des challenges, et moi, j'en ai fait de l'anorexie, on va dire. Je vais pas, enfin, évidemment, je ne culpabilise pas pour ça. Enfin, c'était inconscient, j'étais jeune, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi que c'était dans ma tête, et que de toute manière, d'aussi longtemps que je me souvienne, depuis que je suis toute petite, je vois mon corps euh, tel qu'il n'est pas finalement. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez voir sur mon Instagram une photo de moi quand j'avais 6 8 ans, et j'étais absolument sublime. J'étais mince, j'étais en forme, j'étais en santé, j'étais souriante, etc. Et pourtant, à cette époque-là, et même bien avant, je me trouvais grosse, alors que pas du tout. Donc voilà, c'était dans ma tête, et certes, il m'est arrivé des choses pas faciles, certes, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont pas aidée, mais je pense que c'était aussi beaucoup dans ma tête, et que si ça avait pas été
ces personnes-là, ça en aurait été d'autres. Si ça n'avait pas été ces événements-là, ça en aurait été d'autres qui m'auraient mené en fait vers la maladie. Voilà. Donc, voilà, donc comme je l'ai dit, quand j'étais petite, j'étais mince, etc. Je me voyais pas du tout comme j'étais, mais j'étais mince. En grandissant, vers la fin de la primaire, on va dire, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids. Famille réunionnaise, donc on mange bien. Chez mes grands-parents, par exemple. Mon papa, quant à lui, c'est un papa qui adore les pâtes, le riz et tous ces trucs-là, les apéros, les cacahuètes, etc. Donc voilà, j'avais tendance à prendre un petit peu de poids quand je partais en vacances. Je partais pas mal en vacances quand j'étais à l'école primaire. Et donc, à la fin du primaire, j'étais quand même bien en chair. Voilà. Je suis arrivée au collège, voilà, j'ai quand même très bien vécu mes premières années de vie jusqu'au collège en fait. Voilà, c'était certes je me voyais grosse, mais c'était pas quelque chose de très handicapant dans mon quotidien et j'étais quand même, je pense, une petite fille heureuse. Je suis arrivée ensuite donc au collège et là les garçons commencent à s'intéresser à toi, toi tu commences à t'intéresser aux garçons et donc ton apparence est beaucoup plus importante qu'avant pour toi en fait finalement que pour toi. Pour les garçons aussi, mais beaucoup moins. Dans le sens où, au pire, si tu leur plais pas, ils te regardent pas, et puis voilà quoi. Mais du coup, voilà, il y a aussi les critiques quand même qui commencent à fleurir au collège de plus en plus. Et donc là, je prends quand même confiance en moi parce que je me fais des très bons amis qui me valorisent beaucoup. Voilà, j'ai une très bonne bande d'amis. Et également, malheureusement, parce que les garçons s'intéressent à moi, parce qu'ils me trouvent jolie, etc. etc. Sauf que, certes, je prends confiance en moi et je me trouve jolie, etc. Aussi grâce à Nicki Minaj qui a un gros boule et je me dis yes, gros boule, tu sais. Genre en mode moi aussi. Voilà, c'est un avantage, non, non, non. Donc bref, je prends confiance en moi, sauf que du coup, à partir du moment où tu prends confiance en toi, parce que tu plais à un garçon, le jour où ça se termine, votre histoire, tu perds toute confiance en toi. Et ça m'est arrivé. C'était pas dramatique, voilà, mais ça a quand même favorisé aussi l'envie de perdre du poids, les régimes, etc. que je commençais du coup à cette époque-là à faire des régimes. Aussi, j'ai envie de partager avec vous deux anecdotes qui se sont passées la première avec mon beau-père de l'époque et la deuxième avec un papa d'une copine. C'est pas pour dénoncer ces hommes, franchement je pense pas que ce soit mon ancien beau-père j'en sais rien, mais le père de ma copine de l'époque aussi, on s'est perdu de vue, mais bref, son papa, je pense pas que ça soit quelqu'un de mauvais non plus. Je pense juste que c'est des personnes qui se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles sur d'autres gens en fait, voilà, et qui parlent sans réfléchir et voilà. Mais moi ça m'a marqué, donc j'ai envie de le partager et de faire réfléchir en fait sur justement sur la portée de vos paroles. Donc ce beau-père, je vais pas m'étaler sur ce qu'il a pu me dire, mais il a eu des paroles qui m'ont énormément touchée, que je trouve déplacées et blessantes parfois. Et en fait, je sais pas pourquoi il a eu tant d'importance pour moi, mais il en a eu, voilà, plus que les autres. Et ces paroles déplacées qu'il m'a dites, etc., c'est vraiment, je pense, la chose qui, pendant cette période, m'a donné le plus de motivation pour perdre du poids. Vraiment, c'est en pensant à lui, vraiment, que je me mettais à faire du sport intensément, à limiter ce que je mangeais, etc., etc. Et donc voilà, je pense, voilà, je voulais juste partager ça euh, avec vous. Voilà. Pas pour le dénoncer encore une fois, je veux vraiment dire ça, je veux juste dire que si vous avez rien de bien à dire à quelqu'un, fermez-la. Et c'est quelque chose que j'applique aussi moi au quotidien et que j'espère réussir à appliquer. J'ai pas toujours eu des bonnes paroles auprès de tout le monde. Voilà, j'ai été une petite fille. À l'école primaire, je me suis fait laisser entraîner sans pour autant être méchante. C'est pour ça que je pense aussi que ces hommes n'étaient pas forcément méchants, mais juste, ils réfléchissaient pas. Mais c'est bien de réfléchir, donc réfléchissez. Donc voilà, et donc la deuxième anecdote, c'est que à la fin du collège, entre le collège et le lycée, je suis allée en vacances chez une copine,
Et je me suis sentie énormément valorisée par son papa. Il n'a pas eu de propos déplacés envers moi, pas du tout. Simplement, il m'a valorisée en dénigrant sa fille. C'est-à-dire que sa fille était un peu plus grande que moi et que du coup, il faisait des réflexions en fait tout simplement pendant toute la semaine du genre regarde Cassiopée, elle mange moins, regarde Cassiopée, elle est pas feignante, elle se bouge plus, regarde Cassiopée, elle est mince, etc. etc. Et j'avais conscience que ce qu'il disait était déplacé envers sa fille, que c'était pas bien, etc. Mais moi, ça m'a énormément valorisée et donc je me sentais quand même mieux à ce moment-là, sachant que justement je sortais d'un flirt avec un garçon et que je me disais c'est parce que j'ai grossi ou c'est parce que je suis moche, etc. etc. Donc bref, voilà. Faites juste attention à ce que vous dites, c'est la morale de ces deux histoires en fait. Donc je reviens à la fin du collège, début du lycée. Donc cet été-là, il s'est passé énormément de choses. Ma mère, d'abord, s'est séparée de mon ancien beau-père, ce fameux beau-père dont je viens de vous parler. Et on s'est retrouvés finalement à la rue, entre guillemets. Moi, je suis allée vivre chez ma sœur à ce moment-là. Et ma sœur, elle a 2 enfants. Et elle est très mince. Et elle mange absolument ce qu'elle veut. Donc, elle a 2 enfants. C'est formidable. Franchement, je suis tata et j'adore ça. Mais donc, vivre dans une famille déjà complète, on va dire, sachant que voilà, je me disais en fait c'est pas ma mère, j'ai pas à être là et enfin ils ont pas d'intimité à cause de moi, etc., etc. Et c'était assez gênant pour moi malgré le fait que ça soit ma sœur et qu'elle a tout fait pour me mettre à l'aise et je suis trop heureuse de l'avoir comme sœur. Et le fait donc qu'elle soit très mince et qu'elle puisse manger absolument ce qu'elle voulait, bah, elle mangeait pas forcément sainement, des produits en sauce, enfin des plats en sauce, des pommes de terre rôties, etc., etc. Et bah, moi qui voulais perdre du poids, ça me plaisait pas du tout comme alimentation. Voilà. Donc y a eu ça et j'ai rencontré aussi donc cet été-là mon premier grand amour, vraiment le garçon que j'ai le plus aimé dans ma vie et le plus longtemps et le premier. Voilà. Et donc on s'est parlé en fait pendant tout le mois d'août par SMS, on s'est rencontrés, on s'est découvert on va dire fin juillet. On s'est parlé tout le mois d'août par SMS parce que moi j'étais chez mon papa, lui il était en vacances aussi, etc. Et alors que à la base on habitait dans 2 villes différentes et qu'on n'était pas du tout proches, on s'est retrouvés dans le même lycée. Voilà, donc j'arrive au lycée, chez ma sœur, avec ce garçon dans la tête, dans un nouveau lycée. Tous mes amis du collège sont dans un autre lycée, donc toute seule en fait. Et l'année commence comme ça. Avec ce garçon, pour commencer, on est jeune, on communique pas forcément bien, il sait pas forcément ce qu'il veut non lui. Moi je sais absolument que je le veux lui, mais lui ne le sait pas forcément s'il me veut ou pas. Et donc il me fait un petit peu tourner en bourrique. Je n'en veux absolument pas, il est toujours dans mon cœur, même si c'est d'une manière différente. Et enfin voilà, je le blâme pas du tout. Mais on se comprend pas et je tourne un peu en bourrique. Et du coup, bon, on sort ensemble très très brièvement au cours de l'année, mais c'est tout. Et donc moi, je rencontre d'autres garçons. Un jour, je vais en date avec un garçon qu'il connaît, avec qui il discute par SMS. Il nous voit partir. Et comme par hasard, ce garçon reçoit un SMS de lui. Je dis pas que c'était volontaire, machin, mais bon, dans ma tête, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Voilà, donc là, je vous raconte en fait avec mon point de vue de l'époque. Dans ma tête, je me dis, ok, c'est quand même bizarre. Et du coup, j'essaye de savoir de quoi il parle. Et donc, ce garçon avec qui je suis en date me dit que celui dont je suis amoureuse kiffe une fille de notre classe. Et du coup, je me dis, hey, c'est moi, je sais, il me kiffe. Alors, excusez-moi, ça a coupé, mais on va reprendre comme si de rien n'était. L'angle a peut-être un peu changé, mais bon, c'est pas très important, je pense. Le plus important, c'est l'histoire. Du coup, on reprend, j'étais là. Avec ce garçon avec qui j'étais en date. Il me dit que celui dont je suis amoureuse me kiffe. Et donc, moi, bah, je me dis, ça doit être moi et tout. Je suis contente. Et du coup, je gratte quand même un peu plus d'informations pour être sûre. Voilà, je me dis, on va pas s'arrêter là. Du coup, je gratte des informations parce qu'en plus, il parle assez longtemps. Et du coup, celui avec qui je suis en date me décrit la fille que celui dont je suis amoureuse a décrit. Parce qu'en fait, il sait pas qui c'est. Parce qu'il n'est pas dans notre classe. Et en fait, en réfléchissant, en reliant les informations, etc., mais c'est pas du tout moi, cette fille-là. En fait, en tout cas, c'est pas comme ça que je me vois. Donc, je me dis,
en fait, et donc j'assimile, enfin je complète tout. Et puis celui dont je suis en date, il me dit mais ça doit être telle fille. Et je me dis non, telle fille, genre l'opposé, cette fille-là, c'est l'opposé de moi. Puis je la connais, puis je la trouve pas forcément fut-fut, etc. Je pense que celui dont je suis amoureuse, enfin, aime aussi ma personnalité, mon esprit, etc. On est complètement différentes aussi là-dessus. Et du coup, je me dis, ok, donc c'est ça qu'il aime en fait. Et puis elle est aussi très, très, très mince. Et là, je me dis, ok, donc moi, il me fait tourner en bourrique depuis. Euh, et puis, il kiffe cette fille finalement. Et elle est très, très mince. Donc c'est ça qu'il aime. Et donc, peut-être que ma seule chance de l'avoir finalement, c'est de devenir comme elle. Mauvaise idée. Et donc là, je me mets. Donc, enfin, évidemment, c'est pas la seule cause qui a fait que je me mets à perdre énormément de poids. Je vous ai raconté déjà aussi d'autres histoires qui m'ont lancé aussi là-dedans. Mais autant vous dire que ça m'encourage énormément à perdre beaucoup de poids. Voilà, donc là, je m'adresse plutôt, en termes de conseils, je m'adresse plutôt aux jeunes filles qui peuvent éventuellement me regarder. Mauvais mindset. Mauvais mindset, ok. Un garçon. Enfin, franchement, tu changes pas physiquement pour un garçon. Si tu veux changer physiquement, c'est pour toi-même, à la rigueur. Mais tu changes pas physiquement pour un garçon, jamais. Jamais, jamais, jamais. Si t'aimes pas comme t'es, eh ben, fuck off. Next. D'accord? Voilà. Peu importe qu'il soit très gentil ou pas, qu'il te l'ait demandé ou pas, etc. Tu ne changes pas physiquement pour un garçon. Point barre. Parce que s'il s'arrête sur un physique pour te choisir, le jour où tu vieillis, le jour où il t'arrive quelque chose, le jour où 1, il est plus là, le garçon. Et toi, t'es là et t'as changé pour lui. Donc non. Voilà. Mauvaise idée, faites pas ça, faites pas cette erreur. Nul. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc, hop, mes amis, très mince. Chez ma soeur aussi, du coup, dans mon processus de perte de poids, je fais énormément de sport. Je me souviens, j'avais des nouveaux rollers et tout, donc tous les autres soirs, en rentrant du lycée, bam, j'allais faire du roller, je tournais en rond comme ça, là, hyper vite, machin, machin, je dépensais un max, et puis je prenais les escaliers, enfin tout ça, tous ces vieux conseils des magazines, et je mangeais très sainement au lycée, au petit déjeuner aussi, vu que je gérais, et le soir, je mangeais quasiment pas, parce que du coup, je dînais avec ma soeur, et ce qu'elle proposait me convenait pas, je trouvais ça trop gras, je trouvais ça trop... Enfin, des patates pour moi ça faisait grossir, alors que pas du tout. Mais bon, ça c'est une autre question. Et du coup, voilà, le soir je mangeais quasiment plus. Et petit à petit, j'ai diminué mes rations. J'ai mangé de plus en plus sainement à mes yeux, alors que c'était pas du tout le cas. En fait, je mangeais juste que des légumes. C'est passé à manger sainement, hein, je tiens à le dire. Et donc, voilà, je perdais du poids, machin. Pendant que je perdais du poids, j'ai eu énormément de compliments, vraiment de la part de tout le monde. Tout le monde m'a fait des compliments, que j'étais jolie, que j'étais athlétique, nanana. J'ai fait aussi des photos pour une boutique de fringues de La Rochelle et je rentrais dans le seul taille, enfin il lui restait un seul taille unique, je crois que c'était ça, un pantalon taille unique. Aucune de ses clientes ne rentrait dedans et moi je rentrais dedans, donc j'étais trop fière, je sais pas si j'ai encore les photos, peut-être que je vais les retrouver. Et voilà, donc je perds du poids, je continue. Sauf qu'on arrive à la fin de mon année de seconde et là je suis squelettique. Donc il me reste encore quelques amis. Les garçons, autant vous dire qu'ils ne me regardent plus. Et puis moi, entre temps, j'ai demandé à mon père d'aller vivre chez lui parce que j'estimais, enfin voilà, j'avais peur de gêner ma soeur. Je me disais que je pouvais pas vivre chez ma soeur toute ma vie, etc., etc. Et donc j'ai demandé à mon père d'aller vivre chez lui dans le sud de la France. Donc voilà. On se retrouve donc à la fin de l'année, ma soeur commence à s'inquiéter, une prof de sport aussi, ma mère aussi, mais elle m'en avait parlé à ce moment-là. Et en fait, enfin, ils s'inquiètent cool, mais moi je me casse, donc ils ont rien à faire en fait. Voilà, donc mon père vient me chercher au début de l'été, on va à La Réunion. Là, à La Réunion, où tout le monde, enfin en tout cas toutes les tantes, etc., elles veulent que tu manges bien, elles veulent que tu sois bien en forme, etc. Et donc là, j'ai énormément de commentaires. Mais c'est les vacances, donc tout le monde me laisse plus ou moins tranquille quand même sur mon alimentation, mon sport, etc. Les vacances passent, pareil, je rentre donc au mois d'août, je suis seule avec mon père dans le sud de la France. On passe des vacances, enfin genre lui il travaille, moi je suis à la maison et voilà, je fais du sport, je mange un peu ce que je veux, etc. Il me laisse tranquille, c'est les vacances. Et puis on vient de se retrouver et on n'a jamais été très proches, donc c'est un peu délicat aussi pour lui.
Donc j'arrive à la rentrée de première, encore une fois, dans un nouveau lycée où je ne connais personne du tout cette fois. Et je suis squelettique en plus de ça. Pour couronner le tout, voilà, le topo, on est bien là. Donc j'arrive, tout se passe plus ou moins bien, rentrée des classes, tout ça, tout ça. Il y a quelques personnes qui m'accueillent. Voilà, ils me proposent de manger avec eux, d'aller à la bibliothèque avec eux, etc. On ne crée pas vraiment de lien, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Moi aussi, je suis extrêmement bizarre à ce moment-là. Genre, je refuse de m'asseoir. Je travaille debout. Enfin, je m'assois en cours, mais sinon, à part ça, à la bibliothèque, je travaille debout. Tout ça, tout ça. Je mange très peu. Je prends les escaliers. Bon, bref. Je suis bizarre, donc évidemment, ils disent elle est chelou. Ils n'ont pas forcément conscience que je suis anorexique. Voilà. Et le calvaire commence à la salle, enfin, au premier cours de sport en fait. On fait un échauffement avec mes camarades de classe. Et en fait, il faut courir autour de l'établissement. Chacun est libre de courir où il veut, etc. Et moi, je suis un petit groupe de filles. Et puis elles courent en papotant, nanana. Moi, je les suis, je papote aussi. Et à un moment donné, il faut franchir quelques marches. Mon corps n'a plus l'énergie pour franchir une marche, la première marche en fait. Ma jambe n'est pas capable de se lever suffisamment haute pour franchir la marche. Je m'écroule dans les escaliers, je m'égratine les genoux, les mains, etc. Je suis juste égratinée, mais j'ai extrêmement mal, et donc je demande d'aller à l'infirmerie. Je vais à l'infirmerie en boitant, etc. J'arrive là-bas, et puis je dis oui, moi tout innocemment, je vous raconte ça comme j'étais dans ma tête en fait à ce moment-là. Et j'arrive tout innocemment, oui, bonjour, je me suis égratinée au sport, j'ai loupé la marche, rien de grave, voilà, j'aimerais qu'on me désinfecte, qu'on me mette un pansement et que je puisse repartir. Mais l'infirmière, elle me voit bien, elle voit bien que je suis pas normale et qu'il y a un truc qui cloche. Et donc, elle me demande. En fait, elle s'intéresse même pas à mes égratignures à ce moment-là. Elle me parle de mon poids, de ce que je mange, de comment ça va à la maison, de tatati, de tatata. Elle me prend ma tension, elle me pèse, elle me fait me reposer sur sa table d'opération, là. Je sais pas comment on dit. Et elle s'en va. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle me veut genre, déjà, elle est relou, elle me pose plein de questions. Genre, moi, je voulais juste qu'elle me soigne, etc. Et puis, faut être honnête, à ce moment-là, je me dis, je vais être démasquée. Voilà. En fait, inconsciemment, plus ou moins consciemment, j'ai conscience d'être anorexique, qu'il y a un truc qui cloche, que je suis extrêmement maigre et que voilà. Mais, genre, laissez-moi tranquille, quoi. Je suis dans ce mindset-là, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà. Et du coup, à un moment donné, elle finit par revenir, elle me soigne mes plaies quand même, et enfin mes plaies entre guillemets, mes égratignures, et puis elle, me, elle me fait encore me reposer, et puis plus tard, elle me renvoie en cours. Le soir, enfin donc tout se passe très bien, le soir je rentre chez moi, on dîne avec mon père, ma belle-mère et mon petit frère à ce moment-là, et puis à la fin du repas, mon père me dit écoute, Cassiopée, il faut qu'on discute, viens t'asseoir dans le canapé avec moi, nanana, que tous les deux, tout ça, tout ça. Je lui dis ok. Moi j'ai encore dans un coin de ma tête ce qui s'est passé, donc je suis en stress. Et puis il me dit le lycée m'a appelé, il s'inquiète énormément pour toi, l'infirmière pense que tu es malade et ils nous ont donné des numéros de psychiatre en fait. Et on va aller voir un psychiatre parce que voilà, ils pensent que tu es anorexique. Et donc moi, à ce moment-là, en fait, quand on me faisait des commentaires sur mon corps, je disais que oui, j'étais extrêmement maigre, mais que je ne savais pas pourquoi, que c'était bizarre, que j'avais perdu l'appétit, des trucs comme ça. Et absolument pas que j'avais envie d'être maigre ou quoi. Et du coup, bah, moi, toujours dans mon délire là, je lui dis bah bien sûr, j'ai besoin d'aide, on va m'aider, nan, 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 nan. Donc on prend rendez-vous chez le psychiatre, mon père travaille, c'est ma belle-mère qui m'emmène, c'est un jour d'école. Donc je loupe les cours et puis donc dans la salle d'attente, je suis quand même un petit peu maligne, je bois énormément d'eau tout en mesurant pour pas aller aux toilettes parce que je me dis la meuf va me peser. J'arrive dans son bureau, évidemment elle me pèse, elle me parle, patac couffin, elle se présente, je me présente, nanana, et puis elle me dit écoute, tu vas te faire interner. Tu vas pas avoir le droit de voir ta famille pendant un certain temps jusqu'à ce que tu aies repris le poids qu'on aura décrété que tu devras prendre. On va te donner des cachets pour grossir et reprendre l'appétit, etc. Et en fait, voilà, tu signes ça et puis on t'interne. Nanana.
Et je m'insurge, oui, mais je suis en cours, nanana, nanana. Et puis elle me dit, les cours, on peut te les fournir, tu peux rattraper. Il y a déjà eu ce cas de figure, tatati. Et moi, je pleure et je dis vieille folle, je vais pas me retrouver en hôpital psychiatrique, nanana. Et je demande à ma belle-mère, je supplie plutôt ma belle-mère de ne pas m'envoyer dans un hôpital psychiatrique et de ne pas signer ses papiers et de ne pas accepter. Elle, je suis pas sûre qu'elle ait énormément de foi à ce moment-là, et puis elle me voit en détresse, et puis elle se dit ok, on va en parler avec ton père. On rentre le soir, je raconte tout ça à mon père, et il me dit ok, écoute, on va pas signer ces papiers, etc. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas reprendre ton poids par toi-même. Je te laisse un mois pour reprendre un petit peu de poids par toi-même, et si ça fonctionne, tu n'iras pas. Sinon, il faudra y aller, quoi. Et du coup, on se dit, ok, machin, machin, on n'attend pas un mois. Il n'attend pas un mois pour me repeser. Il me repèse peut-être 2 semaines plus tard, maximum. Et on voit que j'ai encore perdu du poids. Il me dit, ok, c'est fini, on arrête. Et du coup, je suis là, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et du coup, il me dit, ok, deuxième pacte. On va... donc, c'est lui qui va me dire ce que je mange. Et je vais le faire. Et puis donc la première semaine passe et puis ça passe à ok, c'est moi qui vais faire tes repas et c'est toi et tu vas les manger. Donc le matin il se réveillait avec moi tôt le matin parce que je me levais très tôt, je fais des insomnies. Il se levait avec moi, il faisait mes tartines de beurre, plutôt mon beurre sur mon pain, enfin mon petit bout de pain sous mon gros morceau de beurre. Le midi on avait un pacte pour que je mange entrée plat ou plat dessert au moins. Autant vous dire que je le respectais pas. Du moins pas tout le temps. Parce qu'en fait, c'est un combat permanent dans la tête d'une anorexique. En tout cas de moi en tant qu'anorexique, c'était un combat permanent dans ma tête. En mode oui, j'ai envie de guérir. Et la minute d'après, j'ai pas envie de grossir. Voilà, c'est pas j'ai pas envie d'être malade, enfin j'ai envie d'être malade, c'est voilà, j'ai pas envie de grossir, j'ai peur d'être grosse. Déjà là, voilà, je suis grosse, je me pince, voilà. Je me demandais aussi, pour vous dire un détail dans ma tête, mais ça m'a marqué, c'est qu'en fait, voilà, donc là j'avais pas de peau en fait, j'avais rien là à cet endroit-là. C'était vraiment tout lisse, j'avais pas de peau, pas de muscles. Et en fait, je faisais ça, et puis je trouvais ça bien quoi. Et puis je me disais, ceux qui ont de la graisse là, vous voyez, ces graisses là, j'en ai pas énormément encore, mais ceux qui ont cette graisse là, comment ils font ça? Genre ça doit être agréable. Voilà, j'avais ça dans la tête et je me disais, genre, je veux pas être grosse pour ça, je veux pas avoir de graisse pour ça en fait, parce que ça doit pas être, on peut pas faire, voilà quoi. Je me souviens, je me mettais aussi en tailleur sur ma chaise au lycée, et j'étais trop fière de pouvoir me mettre en tailleur, comme je me souviens, je voyais des filles le faire plus jeunes, alors que moi j'y arrivais pas. Et là je pouvais me mettre en tailleur sur ma chaise, je trouvais ça trop cool, machin machin. Bon bref, je voulais pas grossir. Mais c'était un combat de toutes les minutes. Un coup je voulais guérir, un coup je voulais pas grossir. Donc c'était très compliqué de suivre en fait ce pacte. Et voilà, donc en fait tout au long de ce pacte, jusqu'à ce que je guérisse finalement, on a fait des ajustements. Soit il était un peu plus strict, un peu plus proche de moi, soit il me lâchait un peu du lest, et voilà. Donc, le temps passe, je fais des hauts et des bas. C'est à ce moment-là, avant j'ai pas atteint 34 kilos, c'est au cours de cette période-là que j'ai atteint 34 kilos, mais au final, j'ai réussi à trouver une pente montante, relativement lente, mais montante quand même. J'ai une prof de chinois à cette époque-là qui a aussi souffert de troubles du comportement alimentaire, que je voyais une fois par semaine le soir en tête à tête, parce qu'elle me donnait des cours particuliers, parce que j'avais commencé le chinois donc, en première, et que normalement on commence soit en seconde soit au collège. Donc elle me donnait des cours particuliers, et donc elle a vu toute ma progression, que ça soit physique, que ça soit psychologique, ou que ça soit dans les résultats scolaires finalement, parce que c'était aussi ma prof au lycée. Et donc voilà, elle peut très bien en témoigner. Il y a juste une prof qui a tout gâché, en fait. C'était ma professeure principale, à vrai dire. Et alors que j'étais dans cette pente montante, que mes notes reprenaient un petit peu du poil de la bête, que mon corps aussi reprenait vie, finalement, et que psychologiquement aussi j'allais de mieux en mieux, malgré le fait que l'hiver,
à l'endroit où vit mon père, c'est pas facile. Enfin, moi, ça me plaisait pas du tout, étant rochelaise, réunionnaise, voilà. Et elle a rien, enfin, elle a vu tout le contraire. Je sais pas, voilà, elle a décidé de faire sa BA du mois. Elle a décidé de faire sa commère aussi, je pense. Et puis, elle me convoque à la fin d'un cours un jour, et puis elle me dit, écoute, Cassiopée, ça va pas du tout. Tu m'écris à vue d'œil. Tes notes chutent. Je suis très inquiète pour toi, blablabli, blablabla. Et moi, je suis là. Dans ma tête, je me dis, attends, je fais tous ces efforts-là. J'en chie, pour être honnête. Euh, je m'améliore. Ça, ça paye. Et toi, t'es là et tu me dis que, en fait, il n'y a rien qui marche et que je maigris et que je suis nulle, enfin, que mes notes sont pourries, etc. Mais est-ce que tu me vois vraiment, en fait? Dans ma tête, je me dis ça, en fait. Je me dis, mais est-ce qu'elle est conne, celle-là? Honnêtement, à un moment donné, moi, j'en ai marre. Je veux dire, j'ai pas besoin de ta pitié. C'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai pas besoin de ta pitié. Ça va mieux, je travaille bien, etc. Quand j'étais vraiment dans la merde, tu me calculais pas. Et maintenant que ça va mieux, que je participe, que ci, que ça, t'es là et tu me dis que je fais que c'est nul en fait. Et donc je l'ai renvoyé chier. Je lui ai dit écoutez, nous à la maison on gère, ça avance. Oh, vous avez tort. Je reprends du poids. Mes notes elles s'améliorent. Les autres profs s'en rendent compte, etc., etc. Et je me dis donc, et je lui dis donc maintenant, si vous voulez bien, je m'en vais en fait. Et donc je m'en vais. Elle me répond pas. Mais je vois bien que j'ai conscience qu'elle l'a mal pris et que je lui ai mal parlé, etc., etc. Mais à un moment donné, faut pas me prendre pour une conne non plus. Moi, je suis pas ta BA en fait. Tu trouves quelqu'un d'autre, va donner de l'argent au resto du cœur, j'en sais rien, fais quelque chose, mais j'ai pas besoin de ta pitié. Du coup, je rentre chez moi, tout va bien, voilà. Je dis à mon père que je me suis un peu énervée comme ma prof, mais que voilà. Et puis quelques jours plus tard, j'apprends que madame a porté plainte pour enfants sans danger. Euh, ok, donc papa, concrètement, ça veut dire quoi? Et donc il me dit que voilà, on va être tous les deux convoqués par des assistantes sociales, qu'éventuellement elles vont visiter la maison, et qu'à la fin de tout ça, elles vont juger si oui ou non je peux rester chez moi. Sinon, je devrais me retrouver en centre, soit en centre d'accueil, soit dans une famille d'accueil, soit internée peut-être, pourquoi pas aussi. Et donc je me dis non, il en est hors de question. En plus de ça, je me souviens que dans le bus, j'avais entendu une petite fille qui s'était retrouvée en famille d'accueil, voilà, alors que, je sais pas pourquoi, mais je me disais, mais moi, j'ai pas besoin en fait, on y arrive, ça va mieux. C'est encore moins de leur faute si je perds du poids en fait, finalement. Enfin, si j'ai été anorexique. Et donc je me dis à ce moment-là, ok, il va falloir que je prenne du poids avant de voir ces assistantes sociales. Enfin, j'étais déjà en train de prendre du poids, comme je l'ai dit, mais il va falloir que le jour où je vois ces assistantes sociales, je sois dans un poids de forme, en fait. Que je fasse minimum 53 kilos, concrètement. Je sais pas quel poids je faisais à ce moment-là, mais j'étais bien en dessous quand même. Faut dire que je partais de 34 kilos. Donc, voilà. Et donc je me mets à défoncer les paquets de gâteaux et les pots de Nutella. Tous les matins. Je prends énormément de poids, très vite. Le jour où je vois ces assistantes sociales, c'est maximum 2 semaines plus tard. Elles me disent elles-mêmes qu'on ne dirait même pas que j'ai été anorexique un jour. Et que je suis lucide, etc., etc. Et donc elles me libèrent. Elles mettent fin à l'histoire. Sauf que l'histoire là-dedans, elle n'est pas terminée. Certes, tout le monde est content, tout le monde est heureux parce que oui, je suis jolie comparée à mes 34 kilos. Voilà, je suis guérie physiquement, etc. Mais dans ma tête, c'est complètement fucked up. Et maintenant, je suis boulimique. Quand je dis maintenant, c'est pas tout de suite à l'heure actuelle où je parle. Maintenant, c'est le jour où j'ai vu ces assistantes sociales et que certes, j'avais repris tout mon poids et que cette putain de prof était contente parce qu'elle avait réussi à me guérir. Mais pas du tout, en fait. Elle m'a complètement fucked up. Elle a accéléré le processus de prise de poids. Certes, j'ai pris du poids, mais très très mal. Et ça a été 2 années de bonne galère encore après. Et toute seule cette fois, parce que personne ne voyait que du coup j'étais malade et parce que moi il était hors de question que je le dise à quelqu'un. Et à part ma mère. Et donc voilà. Et parce que je savais pas comment m'en sortir, etc. Donc ça a été très dur, je m'en suis sortie. Mais j'aurais préféré franchement que l'anorexie dure beaucoup plus longtemps. On m'a dit parfois que j'avais pas été anorexique, tout simplement parce que ça a duré qu'1 an et demi, mais franchement si ça avait pu durer 2 ans de plus, j'aurais adoré. Parce que au final je me serais pas retrouvée dans une autre maladie toute seule. Donc voilà, c'est la fin de mon histoire.
j'ai envie de dire, si tu as envie d'aider quelqu'un qui est dans un trouble du comportement alimentaire, quel qu'il soit, et que t'es pas de sa famille, ou un ami proche, ou un professionnel de la santé, abstiens-toi. Tu peux montrer que t'es présent, que t'es à l'écoute, etc. Mais ton ego, tu le mets à part. Ça n'a rien à voir dans tout ça. Et, juste laisse les autres faire, en fait. Voilà. Si, en revanche, tu connais cette personne, t'es proche de cette personne, et que tu sais pas comment l'aider, tu peux aussi t'instruire. Tu peux lire des livres, tu peux regarder des documentaires. Je parle pas de C'est ma vie, je parle de vrais documentaires. Il y a des films, il y a des thèses, des essais, il y a de tout pour s'instruire là-dessus. Et au pire, même si tu connais personne, un jour peut-être que t'en connaîtras un et que ça t'apportera, ou même à titre personnel, ça peut t'apporter. Dirige-le vers un professionnel de la santé. Maintenant, ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à l'aider, parce que tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Moi, j'ai eu envie de m'aider. J'ai eu envie de sortir de cet engrenage. Mais c'est très difficile. Certes, les anorexies vraiment intenses, où la personne est vraiment en danger physiquement, parce que moi, malgré mes 34 kilos, je courais comme un cabri, hein, jusqu'à ce que je m'écroule, évidemment, mais voilà. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir un corps solide. Mais voilà, on peut les aider, les interner de force, il me semble. Honnêtement, j'en suis pas certaine, mais voilà. En tout cas, quand ils sont mineurs. Mais et ça, c'est le rôle des parents, en fait. Mais voilà, en tout cas, si t'es pas professionnel de la santé, sois juste présent pour cette personne. Et en tant que parent, si t'es parent, en fait, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que j'aurais adoré, qu'avec le recul, je pense que, peut-être pas sur le coup, mais j'aurais adoré, là, j'aurais aimé avoir été internée finalement, parce que je m'en serais sortie sainement, avec des bonnes bases, des structures, et j'aurais certainement pas terminé boulimique. Donc, en tout cas, j'aurais eu moins de chances de terminer boulimique. Voilà, c'était mes conseils, mon expérience avec tout ça, et je raconterai certainement ma boulimie après, et l'histoire et comment je m'en suis sortie, et mes conseils. Voilà, je vous fais des bisous, et j'espère que j'aurai pu apporter quelque chose à quelqu'un, peu importe ce que c'est. Voilà.